Ok, bon, bah, je vais commencer. Donc pour vous, on en était ici sur ce schéma-là, sur le cycle de lytique du bactériophage T4. Et on venait de voir le mécanisme d'attachement et d'entrée avec le bactériophage qui s'attache d'abord sur récepteur avec des filaments euh, au bout de ces sutures-là à la base. Ensuite, la paroi de la bactérie est transpercée par le lysozyme phagique et l'ADN du bactériophage rentre dans la bactérie infectée. Et donc, on va voir ce qui se passe à différents moments pendant l'infection de la bactérie. Donc, la première chose qui se passe, il faut que je retourne sur l'application ici. Donc, la première chose qui se passe, c'est la production des ARN messagers des gènes précoces du bactériophage T4. Et je vais voir si je peux pas diminuer la taille de ma fenêtre ici. Ah, si je peux. Ok, parce que j'essaie d'avoir. Ok, ça marche. Ok, donc les ARN messagers précoces qui vont avoir plusieurs actions. Tout d'abord, certains gènes ou certaines protéines du bactériophage vont dégrader l'ADN de la bactérie hôte, donc une DNase, et en même temps, le bactériophage va exprimer une ADN polymérase qui va répliquer l'ADN du bactériophage. Alors, est-ce que quelqu'un voit un problème avec ça? Parce qu'ici, le bactériophage est en train de dégrader de l'ADN avec une DNase et de polymériser de l'ADN avec de construire un polymère avec de la polymérase. Et le problème qu'il peut y avoir, c'est que pourquoi notre DNase ne s'attaque pas à la polymérase, à l'ADN nouvellement synthétisé du bactériophage. Parce que normalement, ce qui va être synthétisé ici, il devrait tout de suite être dégradé par la DNase. Alors, comment se fait-il que ça peut marcher de faire tourner ces deux processus ensemble? Et la réponse, c'est parce que le bactériophage va modifier chimiquement les nucléotides qui vont être incorporés dans son ADN par l'hydroxyméthylcytosine synthase. Et donc, ce n'est pas de la cytosine normale qui sont intégrées dans l'ADN phagique, mais c'est de l'hydroxyméthylcytosine. Donc, l'ADN phagique est chimiquement distinct de l'ADN de la bactérie hôte. Et c'est comme ça que la DNase phagique peut s'attaquer spécifiquement à l'ADN de la bactérie hôte et ne pas couper, ne pas dégrader l'ADN génomique du bactériophage. Donc ça, c'est assez astucieux. Donc, après la réplication de l'ADN phagique, on a le démarrage de l'expression des gènes tardifs. Et ça, c'est orchestré par la protéine du phage GP55, qui est un facteur sigma codé sur le gène du bactériophage, sur le génome du bactériophage T4. Et les facteurs sigma s'associent à l'ARN polymérase de la bactérie hôte et qui permettent l'ARN polymérase de se fixer sur différents promoteurs. Donc, le GP55 est nécessaire pour se fixer sur le promoteur des gènes tardifs et cette protéine-là est donc nécessaire pour exprimer des gènes tardifs. Ce que l'on a parmi les gènes tardifs, ce sont des protéines structurales du bactériophage, donc on va former des particules virales à l'intérieur de la bactérie infectée. Et puis la dernière étape, c'est de détruire, lyser la bactérie hôte en exprimant deux protéines très tardivement. La lysozyme phagique qui va dégrader la paroi en peptidoglycane et une protéine qu'on appelle le Howlin qui va percer des trous dans la membrane plasmique. C'est ce qui va permettre la lysozyme de passer du cytoplasme vers le périplasme, là où se trouve le peptidoglycane.
Donc évidemment, il est extrêmement important que ces deux protéines-là soient exprimées à la fin du cycle, une fois qu'on a des bactériophages complets formés à l'intérieur de la bactérie. Donc on ne peut pas exprimer ces protéines-là au tout début parce que sinon, bon, bah, on éclaterait la bactérie avant d'avoir formé de nouveaux phages infectieux. Puisqu'on est tous là, bah, je vais quand même vous proposer cette petite question-là pour voir si vous êtes réveillé ou pas. Donc, je vais démarrer. La question sur Madoc, si vous voulez bien cliquer sur le code QR. Peut-être pas. Ouais, ok, ça commence à venir. Bon, je vais pas trop tarder avec ça, il n'y a pas beaucoup de votes, mais juste pour vite fait pour donner la réponse. Quand je fais ça, ça apparaît pas surtout. Ok, bon, en tout cas, vite fait pour la réponse. Donc, la réplication lytique commence par l'interaction entre une protéine d'attachement du phage et le récepteur. Oui, ça c'est vrai. Proposition 2, suite à cette interaction, le phage entre dans la bactérie. Ça c'est faux, ça. Ça c'est la question piège. Donc, le bactériophage ne rentre pas dans la bactérie, c'est uniquement l'ADN du phage qui rentre. Okay, la capside, tout ça, ça reste à l'extérieur. Proposition 3, les gènes précoces sont impliqués dans la liste de la bactérie. Non, c'est faux, ce sont des gènes tardifs. Et question 4, chez le phage T4, la protéine GP55 est essentielle pour l'expression des gènes tardifs. Oui, c'est vrai. Et une lysosème phagique est nécessaire pour l'élimination des phages. Oui, aussi vrai. Ok, bon, bah, merci pour ça. Vous avez bien suivi. Ok, donc pour continuer pour ça, donc ça c'est le cycle de réplication lytique que l'on trouve chez le bactériophage T4 et la grande majorité des Myoviridae et des Podoviridae. Par contre, chez les Siphoviridae, comme le bactériophage lambda, on a, ça se passe pas forcément comme ça. Et donc pour illustrer ça, donc, c'est-à-dire que chez les Siphoviridae comme le phage lambda, ces bactériophages peuvent avoir ce qu'on appelle le cycle lytique et ce qu'on appelle aussi un cycle lysogène. Donc, pour illustrer ça, je vais vous montrer une petite clip vidéo en microscopie qui illustre des bactéries infectées par un bactériophage lambda qui est modifié pour exprimer la protéine fluorescente verte, la GFP. Donc, lorsque les bactéries sont infectées, elles vont devenir fluorescentes. Donc, j'espère que ça. Donc, voilà, on a deux bactéries infectées, une ici et une là-bas. Et voilà, la première, elle est totalement lysée. Tandis que l'autre bactérie qui était infectée, elle n'est pas lysée. Elle continue à pousser comme les bactéries non infectées autour. Donc, on a deux
résultats ou de destins radicalement différents de ces deux bactéries infectées. Donc au départ, on avait ces deux bactéries-là, toutes les deux fluorescentes, donc infectées par le bactériophage lambda, avec celle-ci qui sera lysée, donc un cycle elliptique, et celle-ci qui en fait va survivre. Donc qu'est-ce qui se passe dans les deux cas? Donc chez la bactérie en haut à droite, il se passe, bon, le bactériophage lambda se fixe sur son récepteur, l'ADN rentre dans la bactérie, l'ADN du phage sera circularisé et on commence à voir l'expression de certains gènes phagiques, y compris la GFP. Un cycle lytique sera enclenché, donc on a la réplication de l'ADN, formation de nouveaux bactériophages et puis finalement la lyse de la bactérie qu'on a vu en live sur le clip vidéo. Ça, c'est un cycle lytique. Donc, chez la deuxième bactérie, ce qui se passe, c'est ceci. Donc, les étapes au départ, hein, les étapes initiales sont identiques, c'est-à-dire le bactériophage se fixe à l'extérieur de la bactérie, il va injecter son génome dans le cytosol, qui sera circularisé comme la première étape ici. Mais au lieu de répliquer son ADN, ce bactériophage va exprimer une intégrase qui va l'intégrer dans le chromosome de la bactérie infectée. À partir de cette étape-là, on parle d'un prophage, c'est-à-dire le génome du phage intégré dans le chromosome de la bactérie. Certains gènes du prophage pourront être exprimés, mais les gènes impliqués dans la réplication, la formation de nouveaux bactériophages, protéines structurales, et les protéines impliquées dans la lyse de la cellule bactérienne ne seront pas exprimés. Et du coup, chaque fois que, et c'est pour ça que notre bactérie infectée ne sera pas tuée. Et donc, ce qui va se passer, c'est que cette bactérie pourra donc continuer à pousser et à se diviser. Et à chaque fois que la bactérie portant le prophage se divise, elle va répliquer en même temps que son chromosome d'autres copies de l'ADN du prophage. Et donc, c'est une deuxième façon pour le bactériophage de répliquer son génome. Donc, ça, c'est l'entrée en lysogénie. Chacune de ces bactéries infectées porteurs d'un prophage peut être stimulée pour réactiver la réplication lytique de ce bactériophage. Donc, c'est un processus qui est réversible pour le bactériophage. Donc, chacune de ces bactéries porteurs d'un prophage peut libérer le bactériophage. Et dans ce cas-là, le processus d'intégration de l'ADN prophagique est inversé. Donc, l'ADN phagique sera libéré sous forme circulaire et puis on va réenclencher une réplication lytique qui va finir par tuer la bactérie infectée. Alors, quels sont... Donc, on a vu qu'on avait deux résultats très différents pour la bactériote de l'infection. Et ce choix entre lysogénie et une réplication lytique se fait très rapidement dans la cellule infectée. Et c'est contrôlé par deux protéines ou deux gènes du bactériophage très précoces appelés C2 et CRU. Donc ces deux gènes sont exprimés, donc on aura les deux protéines C2 et CRU qui se trouvent à l'intérieur de la bactérie infectée très rapidement. Et lorsque CRU est majoritaire, la bactérie infectée va rentrer dans un cycle lytique. Lorsque la protéine C2 est majoritaire, c'est la lysogénie qui sera enclenchée. Donc la question, c'est qu'est-ce qui favorise l'accumulation de la protéine C2 qui va enclencher la lysogénie. Donc normalement, la protéine C2 est dégradée par les protéases de la bactérie, mais en fait, elle peut persister et accumuler si on a par exemple une faible température, ou alors lorsque la bactérie infectée n'est pas en phase exponentielle de croissance, mais plutôt en phase stationnaire. Dans ce cas-là, on aura une faible activité métabolique chez l'hôte, et donc la protéine C2 va pouvoir s'accumuler plus facilement. Une autre condition qui permet d'avoir beaucoup de C2 exprimés, c'est lorsqu'on a la même bactérie infectée par plusieurs bactériophages.
Et ce qui est un petit peu le facteur qui en commun entre euh, ces différentes conditions qui favorisent la lysogynie, c'est que ce sont des mauvaises conditions pour enclencher un cycle lytique. C'est-à-dire quand on a déjà beaucoup plus de bactériophages libres qu'on a de bactéries hôtes, ben, c'est pas la peine de redémarrer un cycle lytique et pour libérer plus de bactériophages libres. Là, on ne trouvera pas une nouvelle cellule à infecter. Pareil, lorsque la bactérie hôte a du mal à pousser, ce ne sont pas des bonnes conditions pour enclencher un cycle lytique de réplication chez le bactériophage. Donc, dans ce cas-là, on peut comprendre pourquoi la lysogénie existe. Ça, c'est une stratégie qui permet aux bactériophages d'adapter sa façon de se répliquer en fonction de la santé de sa population de bactéries hôtes. Si la bactérie hôte pousse super bien, il y a beaucoup de bactéries hôtes disponibles, voilà, c'est une bonne idée d'avoir un cycle lytique. Si la population de la bactérie hôte commence à être un peu limitée, bah, il vaudrait mieux entrer dans un cycle lysogène, se cacher dans le génome de la bactérie et puis se réveiller plus tard. Donc c'est un peu ça le logique du truc. Alors, pour la lysogénie, les protéines du phage essentielles sont l'intégrase. C'est l'enzyme qui permet d'insérer les génomes du phage dans le chromosome bactérien. Et c'est une insertion qui est sur un site spécifique avec différents sites reconnus par différents bactériophages. Et une fois que le génome est intégré dans le chromosome de la bactérie, il est très important pour le bactériophage de ne pas exprimer des gènes impliqués dans la lyse de la bactérie, par exemple. Et donc, ça, c'est le rôle de la répresseur C1 qui va bloquer très fortement l'expression des gènes qui sont impliqués dans le cycle lytique. Et donc, ça, c'est ce qui est très important pour maintenir l'état, la lysogénie de façon stable. Donc, comme je disais, donc le génome d'un phage intégré dans le chromosome bactérien s'appelle un prophage et c'est un état qui est réversible. Donc, on peut réactiver, un prophage peut être réactivé souvent par quelque chose qui va stresser la bactérie, soit un choc thermique ou les rayonnements ultraviolets ou l'application de certains antibiotiques. Ok. Et voilà, l'autre chose à dire, que j'ai mis ça parce que souvent j'oublie de le dire, c'est que un phage qui est capable d'utiliser un cycle lysogène s'appelle un phage tempéré. Donc les phages lytiques vont tuer les bactéries hôtes à 100% du temps, tandis que les phages tempérés peuvent ne pas tuer la bactérie hôte. Ok, donc ça nous termine pour les bactériophages, enfin non pas tout à fait pour leur application de bactériophages. Donc les étapes essentielles dans le cycle de réplication, ça démarre avec l'attachement via le récepteur. Une fois que l'ADN rentre dans la bactérie infectée, on a deux types de cycles, le cycle lytique que l'on retrouve chez le bactériophage T4 ou le cycle lysogène que l'on retrouve chez le bactériophage lambda. Et que dans les deux cas, pour que ça marche bien, il est extrêmement important pour les bactériophages de contrôler l'expression de ces gènes et d'exprimer le bon gène au bon moment. Et ben maintenant, on va terminer les bactériophages par l'impact du bactériophage sur la santé humaine. Ça peut paraître un peu bizarre parce que ce sont des virus qui infectent les bactéries. Donc pourquoi ça peut toucher quelque chose, ça peut avoir un effet sur notre santé à nous. Mais il y a deux raisons. Donc la première et la plus importante, c'est que les facteurs de violence chez plusieurs bactéries pathogènes sont portés ou sont codés sur des prophages. Donc ici, j'ai listé plusieurs exotoxines chez différentes bactéries pathogènes qui sont codées sur des prophages intégrés dans le génome. Et par exemple, les colotoxines A et B, ce sont ces 7 exotoxines
qui est responsable directement pour la pathologie. Et donc, c'est ce prophage qui rend la bactérie ou les souches pathogènes de Vibrio cholerae si dangereuses pour l'être humain. C'est pareil pour les souches d'Escherichia coli entéro-hémolytiques qui portent des prophages codants pour les chigatoxines. Et donc, ces prophages peuvent être réactivés, redevenir des bactériophages libres qui peuvent transférer les gènes de virulence entre différentes souches de bactéries. Donc, c'est ce qu'on appelle la conversion lysogénique parce que le transfert de ces gènes de virulence entre une bactérie pathogène et une bactérie commensale peut rendre une bactérie commensale pathogène. Donc ça, on peut le comprendre facilement entre différentes souches de la même espèce de bactérie, par exemple les différentes souches de Escherichia coli. Mais le transfert de gènes par les bactériophages tempérés est également possible entre différentes espèces. Donc ça, c'était un papier publié il y a une dizaine d'années où vous avez démontré le transfert de gènes de virulence entre Listeria et Staphylococcus. Donc, deux espèces de bactéries très différentes. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième impact de bactériophages sur la santé humaine, c'est l'utilisation de bactériophages comme antibiotiques, c'est-à-dire la phagothérapie. Donc ça, c'était quelque chose qui était proposé juste après la découverte de bactériophages par Félix Derel, qui a saisi immédiatement que voilà, j'ai découvert quelque chose qui tue des bactéries, donc peut-être on peut s'en servir pour soigner les infections bactériennes. Et donc pendant les années 20, il y a eu plusieurs produits commercialisés. On pouvait aller dans les pharmacies en France et acheter des préparations de bactériophages et puis les avaler si on avait une diarrhée en espérant que ça aide quelque chose. Mais la recherche dans cette direction a été vraiment bottée en touche par la découverte des antibiotiques. Donc on avait des petites molécules qu'on pouvait synthétiser en grande quantité ou purifier en grande quantité et qui permettaient de soigner grand spectre d'infections bactériennes et puis plus personne ne pensait aux bactériophages jusqu'à ce que on commence à avoir de plus en plus d'infections à bactéries multirésistantes qui sont extrêmement difficiles à soigner avec des antibiotiques. Donc il y a une sorte de renouveau de l'intérêt dans la phagothérapie. Et il y a quelques instituts dans l'ex-Union soviétique, l'Institut Eliava, qui avait toujours continué à appliquer la phagothérapie et qui a accumulé une grande collection de bactériophages capables de lyser tout un tas de séries de bactéries pathogènes. Et donc, cet institut-là s'en sert pour soigner des infections cutanées. Aussi aux États-Unis, de façon étonnante, il y a ce centre ici que j'ai trouvé qui applique des bactériophages pour soigner des plaies externes qui sont infectées. Donc, sur leur site web, il y avait ces images-là d'une plaie soignée avec succès par des bactériophages après un an d'échec d'antibiothérapie. Donc, quelques utilisations un petit peu anecdotiques. Mais on peut comprendre aisément pourquoi on peut appliquer les bactériophages sur une plaie à l'extérieur. Donc, les bactéries qui provoquent la lésion sont accessibles. Donc, on prépare les phages, on met à l'extérieur. Mais c'est un peu plus difficile d'imaginer comment on peut utiliser des phages par voie systémique. Néanmoins, il y a quelques utilisations récentes avec des succès assez impressionnants. Donc, je vais vous donner un ou deux case reports ici. Donc ici, c'est un cas publié il y a 4 ans. C'était un homme de 68 ans avec une infection à Acinetobacter baumannii multirésistante. Donc c'est une bactérie, un pathogène opportuniste gramme moins. Et donc il était vraiment dans un très mauvais état. Il avait une pancréatite nécrosante. Il était proche de la mort. Et je pense que c'est sa femme qui s'est mis en contact avec des chercheurs qui travaillaient sur la phagothérapie contre différentes bactéries à gramme moins et qui a réussi à coordonner la production d'un cocktail de 9 bactériophages lytiques capables d'infecter la souche qu'avait ce monsieur.
Donc ils étaient, appliqués en intraveineuse et en intrapéritonéale, 3 ou 4 mois après son infection et puis il avait une amélioration de son état clinique très, très rapide et puis après, bon, bah, il était guéri, il a pu rentrer chez lui. Donc un autre, cas assez, avec un succès assez fracassant, c'était encore un homme assez âgé avec encore une infection par une bactérie Gram-, résistante dans une greffe, adhérente. Cette fois-ci, on lui donnait une seule dose d'un bactériophage particulier, le OMK01, associé avec un antibiotique et ça a suffi pour éliminer l'infection. Donc ces cas-là, c'est assez intéressant parce que c'est l'association du phage plus antibiotique était très intelligente car la résistance à cet antibiotique est conférée par l'expression d'une pompe à efflux qui exporte l'antibiotique et du cytoplasme de la bactérie et l'exporte vers l'extérieur. Donc lorsque la bactérie devient résistante à cet antibiotique, elle exprime de forts niveaux de ce pompe à efflux euh, qui traverse la membrane plasmique, la paroi et la membrane externe. Or, la pompe à efflux, c'est le récepteur d'attachement pour le bactériophage OMK01. Donc du coup, lorsque la bactérie devient résistante aux antibiotiques, elle devient super sensible aux bactériophages. Et lorsque la bactérie devient résistante aux bactériophages, parce qu'elle n'exprime plus le récepteur, bah, elle devient susceptible aux antibiotiques. Donc c'est l'association des deux qui a permis d'avoir un résultat très favorable pour ce patient-là. Ok, donc là, je vais réellement terminer avec des bactériophages. Donc, caractéristique de la phagothérapie, bah, c'est quelque chose qui est très spécifique. Donc, l'avantage, c'est que ça ne va pas toucher le microbiome. Donc, on ne va pas bousiller tout le microbiote intestinal, par exemple. L'inconvénient, c'est que ce sont des agents antibactériens à spectre très étroit. Et de façon générale, il faut isoler la souche de chaque patient et trouver des bactériophages qui sont capables de liser cette souche-là. Donc, ce ne sera jamais un truc qui pourra être appliqué au grand public. Mais peut-être, on pourrait le faire chez des personnes ponctuellement. D'autres caractéristiques, c'est que bon, bah, la phagothérapie est caractérisée par la réplication lytique du bactériophage. Donc le phage peut s'amplifier in vivo et continuer à être efficace tant qu'il y a des bactéries pathogènes à infecter. Les mécanismes de destruction des bactéries sont totalement indépendants des mécanismes d'action des antibiotiques. Donc les bactériophages lytiques peuvent tuer des bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques. Et l'inconvénient de ça, c'est bon, bah, éventuellement, on peut libérer des endotoxines. Si on va traiter avec une grande dose de bactériophages lytiques, toutes les bactéries pathogènes dans l'organisme peuvent être lysées très, très rapidement et on craint un petit peu un choc septique à la. Enfin, disons que c'est une possibilité qui peut arriver. L'autre chose qui est un peu particulier, c'est que l'agent qu'on utilise, c'est une particule virale et pas une petite molécule. Donc, il n'y a pas vraiment de toxicité chimique à craindre. Mais puisque c'est une particule composée de protéines et d'acides nucléiques, bon, ben, les bactériophages sont des immunogènes pour notre système immunitaire. Donc, on va développer une réponse immune contre les bactériophages qu'on va injecter chez le patient. Donc, ils ont une demi-vie très courte dans le sang et on pourrait très difficilement imaginer de soigner la même personne de façon répétée par le même bactériophage parce que bah, la personne traitée va devenir immunisée par ce bactériophage et puis ça deviendra rapidement inefficace. Ok, donc là c'est la fin pour les bactériophages. Donc les choses à garder en tête, quantité phénoménale dans la biosphère, système modèle en biologie moléculaire important pour la découverte des enzymes de restriction, mécanismes de base de réplication, d'expression de réplication de l'ADN et d'expression des gènes, aussi pour la découverte du système CRISPR-Cas9 et une implication de bactériophages et santé. Donc maintenant je vais passer la dernière heure, j'espère que je ne vais pas trop tarder, sur des infections virales.
Et ben, avec le contexte actuel, le contenu, ça sera une introduction générale aux infections virales et puis le reste du temps, ça va être juste, Covid-19 et SARS-CoV-2. Donc la plupart du temps, quand on pense aux infections virales, on pense aux infections aiguës, c'est-à-dire qu'on va se faire infecter, le virus va se répliquer suite à la réplication virale, on va développer des symptômes et ces symptômes-là vont durer, quelques jours, une semaine ou 2. Après, bon, on va mieux, quoi. Donc ça, c'est typiquement une infection, aiguë bénigne que l'on voit, les rhumes provoqués par des adénovirus, des rhinovirus, peut-être l'immense majorité des cas d'infection par le virus des hépatites A. Mais on a aussi des infections aiguës qui peuvent, devenir mortelles. C'est-à-dire qu'on est infecté, le virus s'implique, on a des symptômes qui deviennent de plus en plus graves et ben, on peut mourir. Donc ça, c'est le cas, par exemple, du virus, Ebola ou, la rage. Pour la rage, si vous vous présentez avec des symptômes et vous n'avez pas de soins de prise en charge médicale, bah, vous avez probablement 100 de mortalité. Pour le virus Ebola Zaïre, bah, 50 à 60 de taux de mortalité. Donc extrêmement violente comme infection. Et entre les deux, bon, on a des choses comme le virus de la grippe ou le SARS avec des taux de mortalité qui vont être entre 0,1 à 10%. Donc, mais tout ça, c'est dans le contexte des infections aiguës. Donc tout se passe pendant une ou 2 ou 3 semaines, un mois, quelque chose comme ça. Donc, mais il y a aussi des infections virales qui sont persistantes. Et chez les infections virales persistantes, on a deux types. On a des infections latentes. Donc chez les infections latentes, on a une primo-infection qui se déroule un petit peu comme une infection aiguë. Donc le virus infecte l'hôte. Il y a des symptômes aigus. Et ensuite, bah, ça va mieux et on trouve le virus nulle part dans le corps. Enfin, ça, c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas de réplication active du virus dans le corps. Mais néanmoins, le virus persiste de façon latente quelque part dans quelques cellules du corps et périodiquement, la réplication virale peut être réactivée et c'est souvent accompagné par la réapparition de symptômes. Donc on aura des repoussées de réplication virale, réapparition de symptômes qui sont contrôlés et puis des cycles de réactivation, réapparition de symptômes. Et ça va durer des années, des décennies et probablement la vie de la personne. Donc les champions pour ce type d'infection, ce sont des herpesvirus, le virus herpes simplex, le cytomégalovirus ou le virus la varicelle, le varicella zoster virus. Donc la primo-infection pour le virus de la varicelle, c'est la varicelle, mais des décennies plus tard, on peut avoir un zona provoqué par les formes latentes de ce virus et c'est le même virus qui est resté là chez la personne infectée pendant 40, 50, 60 ans. Alors, un autre type d'infection persistante, ce sont les infections chroniques. Et dans ce cas-là, donc on a une primo-infection, mais après l'atténuation des symptômes, bon, le virus continue à se répliquer activement dans le corps. Donc on n'a jamais vraiment de disparition ou d'arrêt de la réplication virale. Donc on a une réplication virale continue qui est accompagnée des symptômes qui bon, bah, vont revenir, vont reculer et vont avoir tendance à s'empirer au fur et à mesure de la vie de la personne qui porte cette infection chronique. Donc typiquement, ça, ce sont les infections au virus des hépatites chroniques, le virus de l'hépatite B, le virus de l'hépatite C. Et quelque part, le VIH, il a des aspects un petit peu dans sa biologie qui sont, la plupart du temps, si on a une infection qui n'est pas soignée par des antirétroviraux, on a une infection chronique par le VIH. Si on a un traitement par les antirétroviraux, bon, ben, on est dans une infection latente. Et si on arrête des antirétroviraux, bon, ben, on a la réactivation de la réplication du virus parce qu'en fait, il persiste sous forme latente dans les lymphocytes T et CD4. Donc ça, c'est les différents types d'infections virales. Donc pour démarrer une infection quelconque, aiguë ou persistante, comme les bactéries pathogènes, tous les virus doivent avoir une porte d'entrée dans le corps. Et la plupart du temps, il va s'agir des muqueuses.
Donc, il y a des virus qui infectent les muqueuses gastro-intestinales. Donc, le rotavirus qui provoque des diarrhées virales, le virus de l'hépatite A, le virus de la poliomyélite. Ce sont des infections qui démarrent dans l'intestin. Plusieurs virus affectent les voies respiratoires, la grippe, les rhinovirus, le SARS, et quelques virus vont nous infecter via les muqueuses génitales, le VIH, l'hépatite B, etc. Et des papillomavirus qui sont responsables du cancer du col de l'utérus. Donc, quelques espèces de papillomavirus, pas tous. Ensuite, la peau est de façon générale une barrière assez efficace contre l'infection virale. Pour enclencher une infection, un virus doit infecter une cellule vivante. D'accord? Donc, la peau est composée de cellules mortes, donc il y a 0 virus qui peut infecter vraiment les kératinocytes à l'extérieur de la peau. Certains virus peuvent rentrer sur les micro-abrasions dans la peau, par exemple des poxvirus et des papillomavirus qui provoquent les verrues plantaires. Mais la plupart des virus qui démarrent leur infection sur un site cutané sont injectés sous la peau par un vecteur, soit des insectes, des moustiques, ou alors d'autres arthropodes qui sont des tiques. Donc ça, c'est diverses fièvres transmises par des vecteurs qui peuvent injecter les virus en dessous de la peau. Transfusion sanguine importante pour le VIH, des virus des hépatites, donc par transfusion ou par l'utilisation de drogues par voie injectable. Et aussi, on y pense moins souvent, mais la greffe d'organes, ça peut être une voie de transmission de certains virus. Dernière chose, une chose qui est extrêmement importante pour le VIH et le virus de l'hépatite B, c'est la transmission mère-enfant. Lorsque la mère est infectée par ces virus-là, elle est non soignée par des médicaments antiviraux. Lors de l'accouchement, le bébé peut être mis en contact directement avec le sang, les sécrétions vaginales de la mère, qui peuvent avoir des fortes doses de virus, et du coup, les muqueuses respiratoires, gastro-intestinales de l'enfant vont être mis en contact avec des liquides biologiques infectieux. Donc, transmission mère-enfant, souvent lors de l'accouchement, est également possible dans l'utérus. Donc, ça, c'est une cause de surdité congénitale. Lorsqu'il y a une infection par le cytomégalovirus pendant la grossesse, le virus peut être transmis au fœtus dans l'utérus. Donc, très important pour certains virus. Donc, pourquoi c'est important de connaître ça bien? Parce que les stratégies de contrôle ou de lutte contre les infections virales doivent être adaptées au mode de transmission. D'accord? Donc, par exemple, on va jamais lutter contre la Covid-19 si on demande à tout le monde de porter un capote pendant les relations sexuelles. Parce que c'est pas comme ça que ça se transmet, ce virus-là. Donc, connaître bien les modes de transmission, c'est très important pour adapter la stratégie de contrôle épidémiologique. Donc, une fois que le virus rentre dans le corps, on peut avoir 2 types d'infections. Les infections locales, localisées, où la réplication virale va rester uniquement au site initial de l'infection. Dans ce cas-là, on n'aura pas de virémie, c'est-à-dire pas de passage du virus dans le sang. Et ces infections locales sont caractérisées par des périodes d'incubation courtes. Donc la période d'incubation, c'est le laps de temps entre l'infection et l'apparition de symptômes. Donc pour les rhinovirus, rotavirus, coronavirus, ce sont des périodes d'incubation courtes, généralement 1 semaine ou moins d'1 semaine en moyenne. Sinon, les infections virales peuvent être systémiques ou généralisées. Dans ce cas-là, l'organe cible, là où le virus va toucher la fonction et perturber l'organisme et déclencher les symptômes, est distant du site initial de l'infection. Dans ce cas-là, le virus doit passer par le sang pour passer du site initial de l'infection vers l'organe cible. Donc, on a toujours une virémie.
Et puisque le virus doit voyager un petit peu dans le corps, ces infections systémiques sont caractérisées par des temps d'incubation plus longs, donc 1 à 3 semaines, voire 1 mois ou plus pour certains virus. Donc, par exemple, un exemple typique, c'est la rougeole. Donc, site d'infection initiale, c'est par les voies respiratoires. Les symptômes, bon, c'est des éruptions sous la peau. Et on voit ces vésicules apparaître 2 semaines après l'infection. Donc, on a un temps d'incubation de 2 semaines pour la rougeole, quelque chose de semblable pour le varicelle. Pour le VIH, bon, on peut aller longtemps sans avoir vraiment des symptômes très marquants. Ok, donc là, ce sont des généralités. Donc, je vais passer le reste du temps sur les coronavirus humains et le SARS-CoV-2. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le SARS-CoV-2, ce n'est pas le premier ou le seul coronavirus à provoquer des maladies. Donc, on a 4 espèces distinctes de coronavirus humains qui provoquent des infections saisonnières dans l'hémisphère saisonnière en Europe. Donc, on a laissé 4 espèces qui sont regroupées en 2 genres, les alpha-coronavirus et les bêta-coronavirus. Et les nouveaux coronavirus, qui sont plus pathogènes, sont tous des bêta-coronavirus. Donc, une chose à retenir aussi, ne pas confondre, c'est que le nom du virus, c'est le SARS-CoV-2 et la maladie, c'est la COVID-19. Donc, c'est un peu comme VIH, SIDA, quoi. Alors, les coronavirus. Donc, ce sont des virus enveloppés avec une capside, avec une particule sphérique, avec une taille normale, standard pour un virus, 120 nanomètres de diamètre. La nucléocapside est hélicoïdale et donc ce qui forme une sorte de suture. Donc on a un nucléocapside hélicoïdal, donc ça c'est en forme de filament qui est enroulé à l'intérieur de l'enveloppe. Alors le nom du virus vient de ces protéines de spicule ou de spike, la glycoprotéine S, qui est la glycoprotéine d'attachement du virus, qui forme une sorte de couronne à l'extérieur des particules quand on les regarde en microscopie électronique. Alors, en termes de structure, c'est un virus assez simple. On a 4 protéines structurales, la glycoprotéine, 4 protéines structurales majeures. Donc, on a la spike qui est la glycoprotéine d'attachement au récepteur, la nucléoprotéine qui est associée avec l'ARN à l'intérieur du virus, une protéine membranaire M et une petite protéine de l'enveloppe E. Donc 4 protéines structurales seulement. Alors, c'est un virus ARN brun plus, donc son cycle de réplication est lytique et est illustré un petit peu de façon schématisée comme tous les virus ARN brun plus, ça se passe dans le cytoplasme. À un moment donné, le virus va libérer son génome en ARN dans le cytoplasme de la cellule infectée. Les gènes viraux sont exprimées ou traduites, les protéines virales sont traduites par les ribosomes de la cellule infectée. Donc, parmi ces protéines virales, il y aura forcément un ARN polymérase viral qui va faire une copie ARN brun- du génome, qui va être utilisé pour faire de nouvelles copies d'ARN génomique qui vont s'associer avec des protéines structurales du virus qui vont s'assembler et puis ça va, qui vont ensuite être libérées en lisant la cellule. Donc juste rapidement, comment ça marche pour les coronavirus? Donc c'est la glycoprotéine S qui permet de se fixer sur des récepteurs cellulaires et différentes espèces de coronavirus humains utilisent différents récepteurs. Donc le récepteur du SARS-CoV-2, c'est l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2 et c'est le même récepteur pour le SARS coronavirus 1, mais ce n'est pas
pour ça que ce virus ou ces deux virus-là sont particulièrement pathogènes. Parce qu'on voit qu'on a le même récepteur pour l'une des espèces de coronavirus humain saisonnier. Donc une fois que le virus est attaché à son récepteur, il va être internalisé par endocytose. L'entrée vraiment de l'ARN viral dans le cytosol nécessite la fusion membranaire entre l'enveloppe virale et la membrane plasmique ou la membrane de l'endolysosome de la cellule. Et cette fusion membranaire est également catalysée par le domaine de fusion de la glycoprotéine S. Mais pour déclencher cette fusion membranaire, la glycoprotéine S doit être protéolysée partiellement, et c'est ça qui va permettre vraiment l'entrée de la nucléocapside virale dans le cytoplasme. Donc une fois que l'ARN rentre dans le cytosol, donc c'est ça qui va être libéré dans le cytoplasme de la cellule infectée. Donc les coronavirus sont les champions pour les virus ARN, c'est-à-dire ce sont des virus avec des génomes les plus longs en ARN, donc 27 à 30 kilobases de longueur, donc un génome assez complexe pour un virus ARN. Quand on regarde l'organisation du génome, on a deux grandes cadres ouverts de lecture, ORF, Open Reading Frame, cadre ouvert de lecture, sur le côté, sur l'extrémité 5' du génome, et puis plusieurs cadres ouverts de lecture dans la région 3' du génome. Et là, ici, dans les différentes couleurs, ce sont des gènes codants pour les protéines structurales du virus, avec la glycoprotéine S qui est la plus grande. Alors, les deux grandes cadres ouverts de lecture, ORF1A et 1B, permettent code pour deux polyprotéines virales, de 1A et 1AB. Et ces polyprotéines codent pour plusieurs protéines qui sont d'abord exprimées sous forme d'un seul polypeptide qui vont être clivées par les protéases virales, le 3CL et le PL protéase. Et donc, ce qui va se passer globalement, c'est que donc, notre ARN viral rentre dans le cytosol. Dans le premier lieu, les ribosomes cellulaires vont s'attacher ici en 5' et traduire les polyprotéines virales. Ensuite, les protéases PL et 3CL vont découper les polyprotéines en différentes protéines individuelles, dont l'ARN polymérase, qui est ça, le RDRP, le polymérase ARN dépendant de l'ARN. Et cet ARN polymérase viral va recopier le génome en ARN brun-moins. Et cet ARN brun-moins va servir comme matrice pour transcrire des ARN messagers. Alors tout ça se passe dans le cytosol. Et normalement, un ARN messager comporte une coiffe en 5' et une séquence poly-A en 3'. Et ce sont des enzymes du virus qui ajoutent ces structures-là aux ARN. Donc le virus fait ses propres ARN messagers et donc les différentes protéines virales vont être introduites par les ribosomes de la cellule et permettre de former des particules virales. Ok, dans le reste du temps, là, je vais parler peut-être plus en termes de pathologie, traitement et pathologie, l'épidémie en France et les voies potentielles de thérapie et de vaccin. Donc ça c'est pour le dernier demi-heure, éventuellement 3/4 d'heure si je parle un peu plus longtemps que prévu. Alors, pour essayer de mettre en contexte la pathologie provoquée par le SARS-CoV-1 et CoV-2, je pensais présenter d'abord la pathologie des coronavirus humains saisonniers qui sont responsables d'infections respiratoires saisonnières plutôt bénignes. Mais néanmoins, ces virus saisonniers peuvent aussi provoquer des pneumonies virales, éventuellement des gastroentérites, et ils sont responsables de à peu près 10% des infections respiratoires chez les enfants qui rentrent à l'hôpital avec une détresse respiratoire. Donc ils ne sont pas
totalement inoffensifs, ces virus-là. Et c'est un peu, il y a relativement peu de données sur les infections dans la communauté, chez des enfants bien portants, des cas d'infection qui ne sont pas suffisamment graves pour nécessiter une hospitalisation. Mais néanmoins, j'ai trouvé une étude publiée il y a 2 ans à New York et effectivement, ils avaient étudié des enfants avec des infections à coronavirus humain, soit dans la ville, en consultation chez le médecin, soit à l'hôpital. Et donc, pour les enfants avec des infections en ville, bon, bah, les symptômes étaient congestion nasale, toux, relativement peu de fièvre, pas d'atteinte pulmonaire, et ça a duré 4 jours à 2 semaines maximum. Après, ça allait mieux. Donc, chez les enfants hospitalisés, moins de congestion nasale, plus de toux, plus de fièvre. Donc ça, c'est le tableau clinique d'une infection de coronavirus saisonnier humain, avec la population à risque pour les formes les plus graves, les enfants moins de 2 ans, les personnes âgées, les personnes immunodéprimées. Alors, les nouveaux coronavirus, le SARS coronavirus, le MERS et le SARS-CoV-2, sont plus pathogènes. Et ça, on le voit principalement on peut le voir clairement chez le SARS coronavirus 1. Donc ça, c'était un virus qui était comme le SARS-CoV-2, est apparu dans la population humaine à partir d'une transmission d'un animal vers des humains en Chine, puis ensuite a provoqué peut-être quelques milliers d'infections principalement au sud de la Chine et aussi dans la diaspora chinoise dans différents pays. Et on a pu le contrôler et éviter que cette infection devienne une nouvelle pandémie mondiale. Alors, on a eu plusieurs études de la pathologicité de ce virus. Donc, on a vu que, alors ça, c'est une étude sur 144 patients à Toronto, donc dans la diaspora chinoise. Et on avait ces caractéristiques de l'infection par le SARS-CoV-1. Donc, une phase d'incubation médiane de 6 jours, donc à peu près une semaine. Chez les personnes infectées, fièvre pratiquement systématique, toux sèche très majoritairement, myalgie, atteinte pulmonaire pratiquement chez tout le monde et un taux de mortalité de 6,5%. Donc assez méchant quand même. Et quand on a regardé le taux de mortalité en fonction de l'âge, on avait chez des enfants et des adultes de moins de 30 ans, relativement très peu de décès, mais avec un taux de mortalité qui montait avec l'âge, avec plus de décès chez les hommes que chez les femmes. Donc ça, c'était une réanalyse de toutes les données de SARS-CoV-1. Donc ça, ce sont des chiffres à garder en tête. Le taux de décès par infection à 6,5% pour le SARS coronavirus 1. Alors, où est-ce qu'on en est pour le SARS-CoV-2? Donc, pareil, donc on a à jour 0 une infection via la muqueuse respiratoire supérieure, une phase d'incubation de 5 à 6 jours en moyenne. Enfin, des fois, ça peut aller plus rapidement, maximum 14 jours. C'est un peu pour ça qu'on est censé être en isolement pendant 14 jours si on est cas contact. Après cette première semaine, après la phase d'incubation, on a les premiers symptômes, fièvre, toux, fatigue, myalgie. Tout ça, ce sont des symptômes et des signes cliniques plutôt non spécifiques. Donc, avec fièvre, fatigue, myalgie, on peut avoir la grippe, par exemple. Donc, relativement non spécifique. Le signe clinique qui est le plus spécifique, c'est le perte d'odorat et de goût, qui est vraiment très spécifique à cette infection. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que, donc ça c'est un schéma que j'ai copié de New England Journal of Medicine. Donc on a le début de symptômes ici qui sont listés. Et ça va durer comme ça pendant une semaine. Soit ça va aller mieux, charge virale qui va diminuer, les symptômes qui vont s'atténuer, et puis vous restez à la maison, vous allez mieux et il n'y a pas d'inquiétude. Or, chez une proportion des patients, on va avoir une dyspnée, c'est-à-dire problème, difficulté de respirer normalement chez 40% des patients symptomatiques. Ça, patients symptomatiques,
en Chine au début de l'épidémie. Donc tous ces chiffres-là sont tirés des analyses des 40 000 premiers patients infectés en Chine. Donc problèmes de respiratoires qui apparaissent au bout d'une semaine après l'apparition des symptômes initiaux. Et chez une proportion de ces patients-là, bah, ça va aller très très mal avec vraiment détresse respiratoire sévère et nécessité d'aller en soins intensifs, réanimation et puis taux de mortalité non négligeable. Donc on a un peu ces deux phases de la maladie. Donc phase initiale où on a une sorte d'infection virale classique et puis à partir d'une semaine, une phase plus sévère chez une sous-population de patients. Et c'est ça qui présente le danger. Alors, un des grands problèmes avec le SARS-CoV-2, c'était de connaître vraiment le taux de mortalité par infection. Et ça, c'était pas du tout facile à savoir parce qu'il y a beaucoup d'infections asymptomatiques ou peu symptomatiques où les gens ne sont jamais testés, ils vont pas chez le médecin, vous restez chez vous et puis ça se passe très bien. Donc, les données de l'épidémie en France ont été analysées par une équipe d'épidémiologistes à l'Institut Pasteur. C'était publié en Science en juillet. Et ils avaient pris en compte toutes les données de la France et toutes les estimations de taux de séropositivité pour essayer de calculer le vrai nombre d'infections totales, pour essayer de calculer les risques d'hospitalisation et de décès par tranche d'âge en fonction de si on est infecté ou pas. Donc ça, ce sont des chiffres de probabilité d'être hospitalisé si on est infecté. Donc pour vous, là, les jeunes adultes, moins de 30 ans, vous avez 1% ou moins de probabilité de chance d'être hospitalisé suite à une infection par le SARS-CoV-2. Et cette probabilité augmente avec l'âge. Donc l'infection devient plus sévère avec l'âge. Et si vous êtes hospitalisé, si vous avez moins de 30 ans, vous avez toutes les chances de vous en sortir bien. Bah, vos chances de décéder vont augmenter avec l'âge. Donc pour quelqu'un qui est 50-59 ans, là, ma tranche d'âge, vous allez avoir peut-être 3% de chance d'être hospitalisé suite à une infection. Et si je suis hospitalisé, je vais peut-être avoir 8% de chance de mourir. Donc c'est pas tout à fait aussi rassurant que ça. Donc ils ont mouliné toutes les données et ils ont obtenu ce qui est à mon sens le meilleure estimation du taux de mortalité de ce virus. Donc c'est ce qu'on appelle le Infection Fatality Ratio, le IFR, c'est-à-dire parmi les personnes infectées, quelle est la proportion qui va mourir. Et ça, ils ont analysé ça par tranche d'âge. Donc chez tout le monde moins de 20 ans, okay, le taux de mortalité par infection, c'est moins de 0,01%. Donc c'est une personne sur 10 000. Donc si on met ça sur l'échelle de l'université de Nantes, on a peut-être 40 000 étudiants. Bon, on peut avoir, si tous les étudiants sont infectés, on peut avoir 2 ou 3 décès, quoi. C'est ça. Mais ce risque-là augmente avec l'âge, avec les taux de mortalité qui sont de plus en plus importants. Et sur la population française, ça donne une IFR de 0,5%. Parce qu'on a beaucoup de personnes âgées dans la population française. Et donc ça, donc du coup, on a vu avec le SARS-CoV-1, c'était 6,5%. Donc le SARS-CoV-2, c'est 10 fois moins pathogène que le SARS-CoV-1. Mais le SARS-CoV-2 a fait énormément plus de dégâts que le SARS-CoV-1 parce qu'il était plus facile de contrôler une infection virale qui est plus pathogène, paradoxalement. Alors, cette dépendance de la pathogenicité sur l'âge explique en grande partie pourquoi on a une si grande disparité de taux de mortalité selon le pays, parce que c'est extrêmement dépendant de la démographie. Des pays où on a relativement peu de la population, plus de 60 ans, bah, leur taux de mortalité sera forcément très très faible. Donc c'est ce qu'on voit en Afrique subsaharienne et en Afrique du Nord, par exemple. Ok, où est-ce qu'on en est en France en termes de l'épidémie? Donc là, j'ai sorti les chiffres de Worldometers hier. Et donc là, ce sont les nombres d'infections par jour. Et ça, c'est le nombre de décès par jour depuis février jusqu'à aujourd'hui. Donc on a la première vague. La deuxième vague, c'est là où on en est actuellement. Et en
nombre d'infections et en nombre de morts. Ce qui me frappe ici dans ces schémas, c'est que dans la première vague, on avait très peu d'infections détectées, beaucoup plus de morts. Maintenant, on a énormément d'infections et beaucoup moins de morts. Principalement, c'est dû au fait qu'on fait beaucoup plus de tests maintenant. Et donc, on détecte beaucoup mieux les infections maintenant qu'il y a 6 mois. Donc ça, c'est clair. Diminution de taux de décès, bah, peut-être une meilleure prise en charge médicale. En tout cas, moi je crois, parce que ici, bah, toutes les équipes médicales, ils devaient apprendre à gérer au mieux. Maintenant, ils ont 6 mois d'expérience clinique, des publications dans la littérature médicale, avec bon, les recommandations, comment mieux soigner les patients. Donc, en fait, je pense que le taux de décès s'est amélioré. Alors, comment on peut lutter contre cette infection virale? Quelles sont les thérapies potentielles? Et en gros, on a 2 types de stratégies. Donc, on peut essayer d'inhiber la réplication virale. La logique ici, c'est que, OK, c'est le virus qui nous infecte, le virus s'implique et il provoque la maladie. On n'a qu'à stopper le virus, c'est ça qui va stopper la maladie. Ou alors, on peut essayer de se dire, OK, on va jamais réussir à stopper le virus, mais ce qu'on peut faire, c'est de soigner les formes sévères et empêcher les gens de mourir. Donc, pour l'inhibition de la réplication virale, on peut essayer d'appliquer des médicaments qui vont bloquer différentes étapes dans le cycle de réplication. Soit bloquer l'attachement du virus sur son récepteur, soit bloquer l'entrée, soit bloquer l'expression ou la réplication du virus. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche, quelques-uns de ces candidats, et je vais vous faire un petit peu le résumé des données cliniques qui sont disponibles actuellement. Alors, une des choses qui ne marche pas, c'est l'association de l'opinavir-ritonavir, qui sont des inhibiteurs de protéase du VIH. Et donc, on peut se demander, mais comment on va utiliser ça comme médicament contre le SARS-CoV-2? En fait, comme on a vu avec le cycle d'application, les coronavirus possèdent des protéases qui sont essentielles pour leur cycle de réplication. Et en fait, le lopinavir inhibe également la protéase 3CL du SARS coronavirus 1 et du SARS-CoV-2. Et quand on le regarde en culture cellulaire, ça marche. On peut inhiber la réplication virale avec cette association de molécules. Donc, on a dit, oui, youpi, on a déjà un médicament, ça marche, on va essayer. Donc, premier résultat en Chine, bah, ça c'était un essai randomisé, 100 patients avec l'opinavir et ritonavir, 100 patients sans, bah, pas de bénéfice. Et c'était néanmoins testé au Royaume-Uni avec cette fois-ci 3400 patients avec des thérapies standards et 1600 patients avec en plus l'opinavir et ritonavir, aucun bénéfice. Donc ça ne marche pas. Donc un autre truc qui ne marche pas non plus, c'est l'hydroxychloroquine. Donc l'idée ici, c'est que c'est une molécule qui va inhiber l'acidification de lysosome. Et ça va empêcher la protéolyse de la glycoprotéine S, la protéine de spicule du virus. Et cette protéolyse est nécessaire pour permettre la fusion membranaire, pour permettre l'entrée de l'ARN viral dans le cytosol. Et pareil que l'opinavir et le ritonavir, l'hydroxychloroquine marche en culture cellulaire. Donc c'est indéniable, ça marche. Donc pareil, on dit OK, on a déjà un médicament, on va essayer ça. Et effectivement, en France, le professeur Raoult était extrêmement favorable à l'utilisation de cette molécule en clinique tout de suite. Mais néanmoins, les résultats cliniques ne suivent pas cette intuition. Donc là, c'est une étude randomisée effectuée au Brésil avec des patients avec des symptômes plutôt modérés ou relativement bénignes. Des patients randomisés avec juste soins standards, hydroxychloroquine ou l'hydroxychloroquine plus azithromycine. Aucune différence entre les 3 groupes. Et pareil, c'était le consortium au Royaume-Uni, le Recovery Group, qui ont fait un essai randomisé avec 1500 patients avec l'hydroxychloroquine, 3000 patients sans, bah, zéro différence. Donc ça ne marche pas non plus. Alors, l'autre truc qu'on peut essayer, c'est le remdesivir. Donc ça, c'est un inhibiteur de l'ARN polymérase virale. Pareil, ça bloque la réplication du SARS-CoV-2 en culture cellulaire. Et c'était une des 2 molécules qu'a reçu le président Trump, ou peut-être
futur ex-président Trump. On verra ça d'ici 2 ou 3 jours. Et donc ce médicament a reçu un agrément par le FDA américain, basé sur, des données cliniques, y compris, cette étude avec 500 patients, hospitalisés, donc conditions infection grave, avec standard care contre, le remdesivir, et ils ont vu une amélioration plus rapide dans le groupe de patients traités avec le remdesivir par rapport aux soins standards. Donc dans cette étude-là, il n'y avait pas de mortalité, des différences significatives, dans la mortalité, mais néanmoins relativement positif. Alors, ce qui était publié juste il y a 2 semaines en préprint, c'est un consortium mondial avec 2 700 patients, avec les soins standards, 2 700 avec remdesivir, et ça, c'est le pourcentage de mortalité entre les 2 groupes, absolument 0 différence. Donc, ici, on a des données sur une étude clinique avec une inclusion extrêmement importante avec 0 bénéfice. Donc pour moi, c'est pas clair si cette molécule-là, est vraiment efficace, surtout pour, diminuer le taux de décès lorsqu'on soigne des gens avec une infection, une maladie grave. Alors ce qui pourrait marcher, ce sont des anticorps monoclonaux. Pareil, c'est le président Trump a reçu des anticorps monoclonaux. L'idée ici, c'est qu'on a des anticorps qui se fixent sur la protéine S, la spike, et c'est ça qui va bloquer l'attachement du virus sur son récepteur. Donc ce sont des anticorps qu'on dit neutralisants. Et depuis 2 semaines, les premiers résultats cliniques ont été publiés avec l'utilisation d'un anticorps monoclonal chez des patients outpatients, c'est-à-dire des patients non hospitalisés, c'est-à-dire des infections pas grave, pas sévère, quoi. Et donc, ils avaient 466 patients randomisés, soit rien, donc ils suivaient les patients, ou alors 3 doses différentes de l'anticorps monoclonal. Alors, quels étaient les résultats? La charge virale était, quand on présente avec des symptômes, et on revient 2 semaines plus tard, de façon générale, la plupart des gens vont mieux. D'accord? Donc, globalement, la charge virale diminue pendant la semaine ou les 2 semaines de l'étude. Mais ce qu'on a vu, c'est que la charge virale a diminué plus dans le groupe avec une dose moyenne d'anticorps. Et il y avait moins d'hospitalisation dans le groupe traité, quelle que soit la dose, versus le groupe placebo. Donc, plutôt encourageant, mais ce qui est important ici, c'est qu'il n'y a pas de données disponibles chez les patients avec une infection sévère. Donc, on ne sait pas si ça va marcher chez quelqu'un qui est vraiment très malade. Alors, deuxième stratégie, comment on fait pour soigner les formes sévères de l'infection? Donc l'idée, c'est que là, on va laisser de côté le virus. L'idée ici, c'est que de quoi sont morts les malades? Est-ce que c'est parce qu'on a leur réplication virale? Pas directement. On peut avoir un taux de réplication virale élevé, et c'est pas la production virale qui tue directement des gens. Ce sont des réponses physiologiques ou des mécanismes physiopathologiques enclenchés par la réplication virale, et c'est ça qui va tuer les personnes. Donc ce qu'il faut faire peut-être, c'est d'intervenir sur la physiopathologie et pas forcément sur la réplication virale. Et donc quelles sont vraiment les choses qui vont tuer des personnes infectées? Donc il y a un élément, c'est la réponse immune excessive avec une hyperinflammation. Donc ça, c'est néfaste. Donc on peut essayer de l'inhiber avec des immunosuppresseurs comme le dexaméthasone. On a identifié une coagulopathie pulmonaire, donc on a la formation de caillots dans le poumon. Ça aide pas pour l'oxygénation du sang. Donc on peut essayer de soigner avec des anticoagulants comme les héparines de bas moléculaires. Et on a aussi vu que il y a des effets un petit peu cardiovasculaires, et ça aussi, on peut peut-être soigner avec certaines interventions pharmacologiques. Donc là, je vais présenter juste la dexaméthasone. Donc ici, donc l'idée, pareil, donc c'est ce grand consortium Royaume-Uni, ils ont randomisé 4000 patients, plus de 4000 patients avec les soins standards, plus de 2000 avec les dexaméthasone. Et là, ils avaient une différence significative dans le taux de mortalité. Ça n'a pas l'air énorme comme ça. Donc, avec le soin standard, il y avait plus de 25% de mortalité. Donc, chez les personnes hospitalisées avec une forme grave, avec les dexaméthasone, il y avait une diminution. Donc ça, c'est la mortalité.
soit un standard en Loire, dexaméthasone, il y a moins de gens qui meurent. Donc ça, c'est très positif. Et ce qui est aussi très bien, c'est que chez les personnes avec les formes les plus sévères, sous ventilation, sous respirateur, là, on avait une différence plus importante en mortalité. Donc la dexaméthasone, ça a vraiment réussi à sauver des vies. Donc ça, c'est quelque chose qui est rentré en pratique clinique. Mais néanmoins, chez les patients les plus sévèrement atteints, on va éviter un tiers des décès. Sur la totalité des patients, bon, on va éviter peut-être 10% des décès avec ce traitement. C'est pas un miracle, quoi. Alors, dernière chose à couvrir rapidement, ce sont les vaccins. Donc, ici, l'objectif n'est pas de soigner des gens, des personnes déjà infectées, mais c'est de prévenir des infections futures, parce qu'on va administrer le vaccin, tout le monde va développer une réponse immune contre le virus, et du coup, ben, on ne pourra pas tomber malade. Alors, il y a des centaines de candidats vaccins en développement avec différents types d'approches utilisées pour produire le vaccin. Avec, ça c'était il y a 2 semaines, donc 36, peut-être 40 vaccins candidats en phase en développement clinique. Donc juste pour parler des différents types ou différentes stratégies de production vaccinale. Peut-être le plus simple, ce sont les vaccins basés sur des virus inactivés. Donc ça, ce sont des vaccins chinois produits par Sinopharm et Sinovac, et aussi par Valneva, qui a un site de production et de recherche à Nantes. Donc ici, ce qu'on fait, c'est qu'on fait pousser le virus en grande quantité en culture cellulaire. Ensuite, on va le purifier, on va l'inactiver chimiquement et on va conditionner en ampoule, et puis c'est ça qui va être injecté. Donc c'est un virus en entier, inactivé chimiquement, on injecte et on développe des anticorps contre le virus. Donc c'est le même type de vaccin que le vaccin injectable contre le poliomyélite. Alors là, c'est la première approche. Deuxième approche, c'est la protéine recombinante. Tous ces vaccins sont basés sur l'idée que ce que l'on doit faire, c'est de stimuler la production d'anticorps neutralisants qui se fixent sur la glycoprotéine de spicule, la protéine S. Dans ce cas-là, est-ce qu'on a besoin de tout le virus pour ça? Ou est-ce qu'on pourrait juste produire la protéine et la glycoprotéine S, et c'est ça le vaccin? Donc ça, c'est l'idée de plusieurs sociétés, y compris Novavax, là, qui dit voilà, on va produire la protéine S seule, et c'est ça le vaccin, pas le virus en entier. D'autres types d'approches, c'est que bon, ben oui, ok, on veut provoquer l'immunité contre la glycoprotéine S, mais une protéine recombinante, c'est pas très immunogène. Ce qu'il faut faire, c'est de mettre le gène codant pour la glycoprotéine S dans un autre virus, et ce virus-là, c'est notre vecteur, et on va injecter ce virus-là, et ça va provoquer l'immunité contre la glycoprotéine S. Donc ça, c'est l'approche avec des adénovirus recombinants, qui est l'approche utilisée par le vaccin expérimental sous développement par l'université d'Oxford et d'AstraZeneca. C'est aussi le vaccin russe, là, celui que le vaccin Sputnik qu'a reçu Vladimir Poutine. Et dernière chose qui est un peu le plus science-fiction, c'est les vaccins basés sur l'ARN. Donc cette fois-ci, on dit OK, c'est pas la peine de produire la protéine recombinante, pas la peine de produire un virus recombinant. Tout ce qu'il nous faut, c'est d'injecter l'ARN codant pour la protéine chez des personnes. Donc l'ARN va rentrer dans des cellules après l'injection, il sera traduit en protéine et donc il va devenir immunogène. L'ARN n'étant pas très stable, on utilise des formes chimiquement modifiées de l'ARN qui vont avoir une demi-vie plus longue dans l'organisme. Donc ça, ce sont des vaccins expérimentaux développés par Moderna aux États-Unis et BioNTech en Allemagne. Donc ça, ce sont les différentes approches utilisées. En termes de vaccinologie courante, virus inactivé, ça existe pour d'autres vaccins. Protéines recombinantes, ça existe pour d'autres vaccins. Les adénovirus recombinants, les vaccins basés sur l'ARN, ça n'existe pas sur aucun vaccin pour l'instant. Donc ce sont des technologies tout à fait nouvelles.
OK, donc quelques résultats. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on peut provoquer de la production d'anticorps? Donc ça, c'est, le vaccin candidat Novavax. Les résultats d'un article publié, récemment. Donc ici, ceux qui testent ces différentes doses de leur protéine avec ou sans leur adjuvant, la matrix M1, et ils testent le taux d'anticorps neutralisants, c'est-à-dire capable de bloquer l'infection virale en culture cellulaire, et 0, c'est avant la vaccination, jour 21 après la première vaccination et jour 35 après la deuxième vaccination. Donc, première injection jour 0, deuxième injection jour 21. Donc ça, c'est les gens qui ont reçu placebo, rien, 0 vaccin. La protéine toute seule, c'est un peu faiblard. La protéine plus l'adjuvant, ça marche super bien. Ok, donc on a une réponse faible mais détectable après une injection. Après le boost, on a un taux d'anticorps neutralisant très fort. Pourquoi je sais que c'est très fort? Parce qu'ils testent en même temps les sérums des patients qui avaient été infectés par le vrai virus. Et dans les différentes couleurs, on a des patients avec une infection asymptomatique, on trie en bleu les patients avec des symptômes mais pas hospitalisés, et en mauve les patients hospitalisés. Et plus on a une infection grave, plus le taux d'anticorps est élevé. Et en fait, ici, par la vaccination, on voit qu'on obtient les taux d'anticorps semblables avec ce qu'on a vu chez les patients symptomatiques ou hospitalisés. Donc, c'est comme ça qu'on sait que ça marche, parce que le vaccin induit une réponse immune aussi forte que celle observée après une infection réelle. Donc ça, c'est très positif. L'autre question, c'est que les personnes les plus à risque des infections sévères, ce sont les personnes âgées. Donc, est-ce que le vaccin va marcher chez les personnes âgées? Donc ça, c'est un essai vaccinal avec le vaccin Moderna chez les personnes de plus de 70 ans. Et cette fois-ci, encore, on voit une bonne réponse anticorps chez les personnes âgées. Cette fois-ci, zéro réponse anticorps neutralisée après la première vaccination, uniquement après la deuxième dose. Mais néanmoins, le taux d'anticorps qu'on observe ici, c'est un peu la même chose que chez les patients ayant vraiment été infectés. Donc ça, c'est bien. Alors, juste pour terminer, c'est la dernière diapositive. Où est-ce qu'on en est? Ça, c'était il y a 2 ou 3 semaines maintenant, mais je peux me dire que ça ne s'est pas amélioré. Donc, on est en milieu d'une deuxième vague vraiment très inquiétante dans l'hémisphère nord. À ne pas oublier que le taux de mortalité par infection est estimé à 0,5% dans la population française. Donc on pourrait facilement imaginer que si on a 50 millions de personnes infectées dans le pays, on peut avoir 250 000 morts. Le président Macron, lors de son allocution pour nous annoncer le nouveau confinement, a évoqué jusqu'à 400 000 morts. Et donc, ça doit être une meilleure estimation que ce que j'ai donné ici, parce que moi, ça, c'est juste mon calcul un peu basique, tandis que le 400 000 morts, c'est probablement informé par l'idée que si les hôpitaux sont saturés, si les réas sont saturés, le taux de mortalité sera certainement plus élevé. Et aux États-Unis, s'il n'y a pas de mesures efficaces qui sont prises, ils risquent d'avoir plus d'1 million de morts facilement. Alors, en termes de thérapie, ce que l'on constate, c'est relativement peu d'impact des thérapies antivirales sur la mortalité. Moi, j'aime bien les virus, je suis un fanat des thérapies antivirales, mais force est de constater que c'est pas ça qui a vraiment bien marché pour soigner les gens. Il n'y a pas de remède miracle, même si des thérapies comme la dexaméthasone montrent une certaine efficacité. Donc, il y a plusieurs bons candidats de vaccins qui semblent fonctionner, qui semblent induire des anticorps, y compris chez les personnes âgées. Mais des questions persistent. Est-ce que ces vaccins vont vraiment être efficaces? Ça, on ne sait pas encore. Pour moi, qu'est-ce que ça veut dire efficace? À mon avis, l'objectif de la vaccination n'est pas d'éradiquer le virus ou de stopper la transmission du virus. Ça, c'est un objectif impossible. Maintenant, le virus est partout dans le monde. Pour moi, actuellement, c'est le 5e coronavirus humain. Il est là et puis il va persister, quoi. Mais ce que la vaccination peut faire,
c'est de nous protéger, y compris les personnes les plus, sensibles, les personnes âgées, contre les infections sévères. Donc ça, c'est l'objectif. Donc le virus peut peut-être continuer à circuler, mais les formes sévères, on ne les verra plus parce que, tout le monde sera vacciné. C'est ce que j'espère va se passer, mais personne ne sait pour de vrai si, ça va marcher. OK? Donc ça, c'est une question ouverte. Bon, moi, je pense que ça va marcher, mais on saura pas vraiment jusqu'à l'année prochaine. D'autres grandes questions, est-ce que ces vaccins candidats vont être disponibles à temps? Et c'est là où on a la question de cette deuxième vague et son nom préoccupante. C'est-à-dire, si tout le monde en France est infecté pendant l'hiver et le vaccin arrive, à partir du mois de mars, bon, bah, ça sera trop tard, quoi. On aura déjà eu, tous les décès, qu'on pourrait avoir en France. Donc ça, c'est aussi un enjeu considérable, du confinement, de limiter le nombre d'infections maintenant pour nous gagner le temps en attendant que les vaccins arrivent pour essayer d'avoir la population protégée pour la suite de la circulation de ce virus. OK, donc je vais m'arrêter là et je vous remercie, de vous être connectés, ce jeudi matin.